Les ministres des Affaires étrangères et de l'Action sociale de la Côte d'Ivoire sont arrivés au Burkina Faso aujourd'hui pour une réunion de travail avec leurs homologues burkinabés. Les préparatifs du prochain TAC, le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, étaient au menu des échanges, mais surtout le sujet sensible de l'occupation du Mont Pékou en Côte d'Ivoire par des burkinabés a fait partie des discussions. Environ 100 milliards de francs CFA, voilà ce que pourrait coûter à l'État la subvention du prix du carburant cette année. Une estimation qui soulève une question. Allons-nous vers une hausse à la pompe? Élément de réponse dans notre chronique écho de ce journal. Et puis dans cette édition également, ces jeux de société ou jeux de loisirs auxquels les hommes consacrent beaucoup de temps, souvent au désespoir de leurs épouses. Et pourtant, la pétanque, les échecs ou encore le Scrabble peuvent être des facteurs de cohésion. C'est du moins le rôle que veulent leur assigner le festival de jeux de société qui était à sa 3e édition hier. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Une délégation ivoirienne conduite par les ministres des Affaires étrangères et de l'Action sociale est en visite de travail au Burkina Faso, au centre des discussions entre les officiels ivoiriens et leurs homologues burkinabés, les préparatifs du prochain TAC. Et à ce titre a été évoquée la question du Mont Pékou en Côte d'Ivoire, cette forêt classée occupée par des burkinabés depuis plusieurs années maintenant. Où en est le processus qui devrait aboutir à leur départ? Eh bien, des deux côtés, on ne semble pas vouloir trop en dire sur ce sujet visiblement sensible. Abdoulazak Traoré. Presque toute la matinée de ce 22 octobre avec le patron de la diplomatie burkinabé et ses techniciens. Puis, près d'une heure passée avec le locataire du palais de Kossiam, la délégation ivoirienne conduite par le ministre des Affaires étrangères est venue faire le bilan de la coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nous avons fait le point de notre cadre de coopération, qui est le traité d'amitié et de coopération, le TAC, qui est un outil qui est devenu un exemple pour la sous-région. Et nous avons l'habitude périodiquement de nous rencontrer pour faire le point des dossiers. C'est ce que nous avons fait ce matin. Nous avons rendu compte au président du Faso et en rentrant à Abidjan, nous allons rendre compte au président de la Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, de l'avancée de nos travaux. La séance de travail entre les deux parties s'est donc penchée sur les recommandations du 7e TAC, le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Des questions abordées figurent en bonne place l'éternel problème d'occupation illégale de la forêt classée du Mont Pékou en Côte d'Ivoire par de nombreux burkinabés. Mais il n'y a jamais eu de désaccord entre les deux parties sur la question du Mont Pékou. Nous devons nous mettre d'accord. À l'issue du TAC 7, les instructions que nous avons reçues de nos chefs d'État étaient de faire le recensement des populations concernées. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas combien de personnes sont concernées. Donc avec la collaboration de l'OIM, et nous sommes d'accord tous les deux pays, nous allons faire le recensement de la population concernée pour savoir quelle est l'ampleur du phénomène et ce à quoi nous devons nous attendre. Situation nationale oblige, une partie des échanges a porté sur des questions sécuritaires. Alpha Barry est à la recherche de nouvelles perspectives. Vous savez bien que la Côte d'Ivoire est membre du Conseil de sécurité et doit présider le Conseil de sécurité au mois de décembre. Le ministre Amontano nous a transmis une invitation pour que nous assistons donc à un débat, nous participons à un débat de haut niveau sur les questions de maintien de la paix et également les questions de sécurité en Afrique et partout dans le monde. Et vous connaissez la situation du Burkina Faso. Nous avons demandé à la Côte d'Ivoire, comme à d'autres pays membres du Conseil de sécurité, le soutien donc, de la Côte d'Ivoire sur toutes les questions de sécurité et de défense concernant notre sous-région, le G5 Sahel, mais surtout le Burkina Faso. La présente rencontre se veut une réunion préparatoire du comité de suivi du TAC, prévue se tenir au plus tard à la fin du 2e trimestre de l'année 2019 à Ouagadougou, la capitale burkinabé qui devrait justement accueillir la 8e édition du TAC.
Si rien n'est fait d'ici à 2030, prévient l'Union africaine, ce sont environ 50 millions de femmes et de filles qui vont subir des mutilations génitales sur le continent. Et pour venir à bout de ces fléaux dans la décennie à venir, les actions politiques doivent être mises à contribution. C'est la conviction de l'Union africaine qui organise une conférence internationale sur la question. Elle a débuté ce 22 octobre à Ouagadougou. Natacha Ouedraogo. La prévalence des mutilations génitales féminines est en baisse dans le monde au cours des 3 dernières années. Comparé aux chiffres d'il y a 3 décennies, la probabilité qu'une fille se fasse exciser de nos jours est de moins d'un tiers. Des progrès certes, mais il ne faut pas baisser la garde. Cette pratique perdure surtout en Afrique. Selon les estimations, 50 millions de filles peuvent être exposées à un risque d'excision avant 2030 en Afrique. L'ensemble des pays de l'Union africaine est donc debout comme un seul homme pour contrecarrer ce phénomène. Ce 22 octobre, ils sont réunis à Ouagadougou à l'occasion de la conférence internationale sur l'élimination des mutilations génitales féminines. Au-delà des résultats fort encourageants que nous avons obtenus, nous devons rester plus que jamais vigilants, mobilisés et engagés au regard de la forte résistance encore observée sur le continent africain, qui sans doute risque d'être alimenté par la montée fulgurante de l'extrémisme religieux. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons joindre nos efforts afin de préserver les filles et les femmes contre la pratique des MGF. Ces filles sont les nôtres. Elles sont ce que nous avons de plus cher. Elles représentent l'avenir. Elles sont le moteur du développement de nos communautés, de nos nations et de l'Afrique. Au-delà de nos positions respectives, nous nous devons de tout faire pour les protéger de cette pire forme de violation de leurs droits. C'est pour répondre à cette violence que nous nous réunissons durant ces 2 jours de dialogue politique international. Cette conférence est l'occasion de faire le point de nos efforts et de galvaniser la volonté politique pour accélérer l'élimination des pratiques de mutilation génitale féminine d'ici 2030. Cette rencontre de haut niveau permettra donc de renforcer l'appropriation politique de la campagne mondiale et continentale pour l'élimination des mutilations génitales féminines. D'où le thème « Galvaniser les actions politiques en faveur de l'élimination des mutilations génitales féminines ». Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays, est engagé dans la lutte depuis plusieurs années. En collaboration donc avec ses partenaires techniques et financiers, de grands progrès sont enregistrés. En effet, le taux de prévalence de l'excision pour la tranche d'âge de 0 à 14 ans est passé de 13,3% en 2020 selon l'enquête de démographie et de santé à 11,3% en 2015 selon l'enquête multisectorielle continue, soit une baisse de 2 points de pourcentage en 5 ans. Quant à la tranche d'âge de 15 à 49 ans, les mêmes sources indiquent que la prévalence a baissé de 8 points de pourcentage, passant de 75,8% à 67,6%. Cette conférence internationale sur l'élimination des mutilations génitales féminines est une initiative de l'Union africaine. Elle se tient du 22 au 25 octobre 2018. Parlons encore de santé, mais dans un spectre un peu plus large. Nicolas Meda était à Fada ce week-end. Le ministre de la Santé est allé s'enquérir de l'état des infrastructures sanitaires de cette ville. Conclusion, il faut renforcer l'offre de soins de santé des populations. Natacha Ouedraogo. Fada, région de l'Est du Burkina Faso. Ici, il existe seulement un CHR pour près de 2 millions de personnes. Le besoin en couverture sanitaire s'avère crucial. Nicolas Meda, ministre de la Santé, s'est donc déplacé dans la région. Qu'a permis sur le centre hospitalier régional de Fadangourma, construit en 1972. Les difficultés dans cet hôpital vont du manque de spécialistes à la pénurie d'équipements sanitaires. Notamment l'insuffisance en personnel de qualité, surtout les médecins spécialistes. Tout à l'heure, on parlait justement du pédiatre, mais si on a d'autres spécialités médicales, cela va rehausser un peu l'offre de soins au niveau de la région de l'Est. Je vais parler principalement d'un médecin anesthésiste,
d'un médecin urgentiste, parce qu'il y a beaucoup de cas qui surviennent ici, et puis aussi un ophtalmologue et un ORL. Ces services existent. Si on a les médecins spécialistes, ça va redoubler l'offre de santé au profit des populations. Aussitôt arrivé, le ministre de la Santé prend déjà des engagements. Nous allons bientôt, avec l'aide du ministère de la Fonction publique, recruter à peu près 50 spécialistes. Et j'espère qu'il y aura des pédiatres au sein de ces spécialistes. Et prioritairement, FADA doit avoir un deuxième pédiatre. Mais il n'y a pas que le CHR et son personnel qui ont besoin d'un coup de pouce. Tous les acteurs intervenant dans le domaine de la santé dans cette région attendent beaucoup de leur ministre. Réunis ici dans cette salle du Conseil régional de l'Est, c'est l'occasion pour chacun de donner ses préoccupations. Parce que nous, à la base, nous ne pouvons pas comprendre quand c'est temps de pic palus, on ne puisse pas avoir de transfuseurs pour sauver les malades. Alors que c'est une situation que nous vivons de manière récurrente au niveau du CHR. Avec ces problèmes d'insécurité, voilà, ça c'est également une question que je vais poser à M. le ministre. Est-ce qu'on est inquiet de la situation? Puisqu'on ne peut pas aussi abandonner les espèces périphériques. En 2017, au CHR de Fada, nous avons un médecin gastro-entérologue, mais pratiquement, il n'y avait rien. Dans son bureau, c'était une table d'une chaise. À cela s'ajoute la vétusté de la logistique roulante, la forte mobilité des agents, soit 98 départs pour s'y arriver, mais aussi et surtout la faible couverture géographique, c'est-à-dire un rayon moyen d'action trop élevé. Et toutes ces doléances, Nicolas Méda promet les résoudre le plus tôt possible. Nous avons prévu un nouveau centre hospitalier régional universitaire à Fada. Nous avons promis la pose de la première pierre en 2019. Cette promesse sera tenue. Nous avons promis de renforcer la région de l'Est en infrastructure, surtout au niveau des districts. Vous avez entendu que à peu près 47 CSPS devraient être implantés d'ici 2020 dans la région de l'Est. Vous avez vu que nous allons transformer 21 CSPS de chefs-lieux de communes rurales en centres médicaux. Nous avons promis aussi qu'il faut doter la région de l'Est de plus de frigos de grande capacité pour stocker les vaccins. Nous avons promis de donner davantage de motos à la région de l'Est. Nous avons promis de donner davantage de personnel spécialisé et de former davantage de personnel spécialisé pour la région de l'Est. Et pour terminer, nous sommes en train de développer, et pour la région du Nord, et pour la région du Sahel, et pour la région de l'Est, un programme intégral de développement sanitaire. En attendant la concrétisation de ces promesses, des bienfaiteurs ont décidé d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique de santé. Le lendemain, le Larlénaba et la société qui presse ont offert une ambulance au CHR. Et le fils de la région, Oumarou Idani, de renforcer ce don en ajoutant 35 tonnes de vivres au profit des 6 communes de la province. Occasion pour la commune de Fadangouma de procéder à la pose de la première pierre du tout premier CSPS du secteur 1 de la ville. Un CSPS dont la construction, qui s'élève à 105 millions de francs CFA, est entièrement pris en charge par la municipalité. Changement de cap et on passe maintenant à la chronique écho de ce journal. Et on s'intéresse ce soir au prix du carburant avec cette question, va-t-il connaître une hausse? Il faut dire que la subvention de l'État commence à peser lourd. Elle pourrait atteindre les 100 milliards de francs CFA cette année. Alors, quelle sera la décision du gouvernement si la tendance perdure? Eh bien, nos confrères de l'hebdomadaire L'Économiste du Faso ont analysé la situation. Voici leur réponse. Rémi Lambert-Nébier. Pour chaque litre d'essence Super 91 qu'un Burkinabé pompe dans son engin,
128,61 francs CFA reviennent à la charge de l'État et 130,34 francs CFA quand il s'agit d'un litre de gasoil. C'est à ce prix que l'État subventionne le coût du carburant depuis 2016 pour le rendre abordable pour les consommateurs. Mais comme ce titre à la une de l'économiste du Faso, cette subvention explose. Selon les chiffres du comité interministériel sur les prix des hydrocarbures pour le seul mois de septembre 2018, cette subvention a coûté plus de 9 milliards 50 millions de francs CFA à l'État et déjà plus de 60 milliards depuis le début de l'année. La note commence à être très salée pour le budget de l'État. Mais est-ce pour autant que le gouvernement doit renoncer à son engagement? Dans un contexte où l'État a des difficultés pour avoir des recettes suffisantes, est-ce que on va tenir? Politiquement, c'est une obligation. Enfin, c'est un engagement à maintenir les prix, mais jusqu'où on peut tenir cet engagement? D'ici la fin de l'année, le coût de cette subvention pourrait frôler les 100 milliards de francs CFA. Le gouvernement a donc sa tête placée entre l'enclume soigneusement posée par les coûts du dollar et du baril et le marteau brandi par les partenaires sociaux. Mais n'empêche qu'ils prennent le risque d'augmenter le prix du carburant. Je pense que de la tendance telle qu'elle se présente, si l'État ne peut plus mettre assez de ressources, il sera tenu de permettre une augmentation, même si c'est une augmentation légère, pour pouvoir un peu diminuer la part de subventions. Et je crois que les populations doivent se préparer à ça. Je crois qu'au dernier grand anniversaire, par exemple, de la Sonabi, il avait été question de pratiquer la vérité des prix. Et la vérité des prix, c'était d'habituer un peu les Burkinabés à la fluctuation au niveau des prix à la pompe. C'est-à-dire que quand le coût du baril, la conjonction du coût du baril du dollar permettent une baisse, on répercute directement cet événement-là au niveau du prix, de telle sorte que dans le mois ou un mois sur deux, on peut avoir un prix qui monte et qui descend. Parce que là, ce que le gouvernement fait, le gouvernement essaie de faire une péréquation. Depuis des années, on a maintenu le prix à la pompe, mais la vraie réalité des prix, aujourd'hui, normalement, si on applique la réalité des prix, le prix de l'essence devait être autour de 700 et quelques francs. 100 milliards de francs CFA ou environ à épargner par l'État chaque année s'il se privait de cette subvention. Même n'étant pas le seul pays à le faire, le Burkina Faso gagnerait à trouver une formule pour alléger sa charge, comme le souhaitent certains partenaires techniques et financiers. De l'économie, on passe à la justice et direction la salle des banquets de Ouagadougou où se poursuit le procès du putsch manqué de septembre 2015. À son deuxième jour d'audition, Herman Yaméogo campe sur ses positions. Il pense qu'il est poursuivi pour ses opinions politiques. Faux rétorque l'accusation qui dit détenir des preuves matérielles de son implication dans le coup d'État. Le compte rendu de Roméo Koeta. Depuis l'entame de son audition, débutée le 19 octobre dernier, Herman Yaméogo est resté campé sur sa position. Il est plus que jamais convaincu qu'il est à la barre à cause de ses opinions politiques. Dire qu'on soutient un régime, fût-il putschiste, mais qui vient corriger une injustice, ne devrait rien avoir de répréhensible selon le président de l'UNDD, puisque soutient-il, cela relève d'une simple opinion politique. La question qui lui est posée par Maître Prosper Farama des partis civils, c'est de savoir si lui, en tant que juriste de formation, pense qu'en droit, on peut oui ou non réprimer une opinion politique. L'accusé reconnaît que c'est possible qu'une opinion soit pénalisée, mais certaines opinions comme la sienne sont protégées par la Constitution et les traités internationaux, pense-t-il. Si vous aujourd'hui vous faites l'apologie de l'apartheid, vous serez poursuivi. Pourtant, c'est une opinion politique. Donc, par principe, l'opinion politique peut bel et bien conduire à une condamnation. Mais le cas dont nous avons voulu lever l'équivoque sur ce principe-là de dire qu'on ne peut jamais poursuivre quelqu'un pour une opinion politique.
Donc, cet équivoque levé, la question qui est posée aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que les accusés n'ont fait qu'émettre une opinion ou au-delà de leur opinion, est-ce qu'ils ont posé des actes qui ont consisté à consolider l'infraction, à aider les putschistes à consolider leur pouvoir? Si oui, l'infraction sera constituée, sinon, elle sera déclarée non constituée. Les éléments de preuve matérielle que détiendrait l'accusation sont entre autres la déclaration des partis politiques de l'ex-majorité dont Herman Yaméogo est partie prenante et dans laquelle les signataires expriment en substance leur soutien constant au CND, demandent que le président Kafando et son premier ministre Yacouba Isaac Zida soient démis de leurs fonctions et qu'enfin le reste de la transition soit conduite par les putschistes. Pour le parquet et la partie civile, au-delà d'une simple opinion, cette déclaration est un soutien moral irréfutable apporté à la junte qui venait de prendre le pouvoir. Il y a aussi l'utilisation des 50 millions de francs CFA reçus de la Côte d'Ivoire qui est brandi comme élément à charge par la partie civile. Selon Léonce Koné, prédécesseur de Herman Yaméogo à la barre, une partie de cet argent a servi à financer les manifestations pro-inclusion. Alors que pour maître Pierre Yanogo de la partie civile, on ne peut soutenir l'inclusion sans défendre le putsch. Pour lui, cette action démontre à souhait la participation de l'accusé dans ce coup de force. Mais l'auditionné dit n'être mêlé à aucune action de mobilisation de militants. Il est convaincu que le parquet l'accuse à tort. C'est pourquoi le fils de l'ancien président de la Haute-Volta, Feu Maurice Yaméogo, ne veut pas se faire d'illusions en ce qui concerne l'issue de ce procès qu'il qualifie de procès politique. Ses proches, eux, ne souhaitent qu'une seule chose, que le droit soit dit dans toute sa rigueur. Ce que je veux, c'est la vérité, c'est le droit. Moi, je ne suis pas ni pour lui, ni contre lui. Je suis juste comme tout citoyen burkinabé qui voudrait savoir la vérité, qu'est-ce qui s'est réellement passé et les faits qu'on lui reproche, est-ce que ceux-là sont avérés? Bon, si c'est avéré, bon, le tribunal en prendra sa responsabilité et prendra les décisions. Si on arrive à prouver donc son innocence, je pense qu'il n'y a rien à craindre. Herman Yaméogo est accusé d'attentat à la sûreté de l'État et de coups et blessures volontaires. Il sera de nouveau à la barre ce mardi 23 octobre. Une toute autre ambiance dans ce reportage que vous allez voir. Des jeunes comédiens campant des scènes de violence, de corruption et de tout autre excès. Une représentation de l'incivisme quelque part dans une contrée. C'est la 44e création du CITO qui fait appel à un peu de citoyenneté. Samira Samandulgou, Caroline Yuda. De bien tristes prouesses pour ces jeunes gens. Mais loin de s'arrêter là, d'autres cases sont prévues pour les prochains jours. Et pour se donner de la force et du courage dans leur basse besogne, ils consomment des stupéfiants. Cette page triste et désolante de l'histoire du Bayiri ne s'arrête pas ici. À l'hôpital, la situation est déconcertante. Docteur, s'il vous plaît, aidez-nous. Face à l'indifférence des infirmiers, la jeune fille perd la vie. Au Bayiri, l'incivisme règne en maître. Violence physique et sexuelle, corruption, indiscipline, tous les vices sont apparemment permis. Augmentez l'aide accordée aux étudiants, que celle-ci passe de 75 000 francs CFA par an et par étudiant à 300 000 francs CFA par an et par étudiant. Une gangrène dont tous semblent conscients, mais que sans pour autant, quelqu'un ne se décide à agir. À partir d'une certaine heure dans mon service, presque tous les bureaux sont vides. Chacun sort gérer ses problèmes personnels. C'est l'affairisme sauvage. Et avec ça, ils veulent que moi je reste travailler. Est-ce que moi je suis bête? Ce tableau macabre est peint par les comédiens du CITO, le carrefour international du théâtre de Ouagadougou. Par cette création baptisée Incivisme, le CITO veut cultiver la citoyenneté dans la société burkinabé. Des leçons dont le public dit avoir pris note. À travers le théâtre, on peut vraiment réaliser que ce n'est pas intéressant, l'incivisme et tout et tout.
Les délinquants ont dit qu'ils ont saccagé. L'autre a dit que j'ai soulevé la soeur, on a brûlé Yalgado, les malades même couraient. Vraiment, la scène m'a touchée à fond. Je voyais si cela devrait arriver dans notre pays en temps réel où on brûle les hôpitaux. Je ne vois pas ça dans notre pays et ça m'a beaucoup marqué. Mais c'est une réalité qui risque d'arriver si on ne met pas fin à ça. La pièce théâtrale Incivisme est représentée aussitôt jusqu'au 3 novembre, les jeudis, vendredis et samedis. Après quoi, le spectacle va tourner dans les établissements scolaires et universitaires et les lieux publics de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso jusqu'au 17 novembre prochain. Soit vous les pratiquez ou alors vous vous contentez de regarder les autres le faire. Mais certainement, vous avez déjà entendu les noms de ces jeux. La pétanque, les échecs, le Scrabble, les jeux de cartes et de dames sont parfois décriés par la gente féminine notamment. Leurs hommes y consacreraient trop de temps. Pour d'autres, par contre, ces jeux ont des vertus de rapprochement et de cohésion sociale. C'est tout le sens du Festival des jeux de société dont la 3e édition a eu lieu hier. Luc Pavelguem. Ils sont considérés comme les rivaux des épouses au Burkina Faso. Les jeux de société occupent leurs pratiquants après le boulot, pendant les repos, les congés, les vacances. Ces jeux de société, ce sont en fait des loisirs. Des loisirs qui permettent aux hommes de se distraire, de fraterniser et d'occuper sainement leur temps. Ces jeux étaient à l'honneur au stade du 4 août ce 21 octobre, à la faveur de la 3e édition du Festival des jeux de société. Les amoureux des jeux de cartes, d'échecs, de Scrabble, de dames et de pétanque ont eu une journée entière de compétition. Au jeu de dames, 28 joueurs ont démontré leur savoir-faire. Au finish, le jury est passé par un logiciel indiqué pour proclamer les résultats. En dehors de la compétition, moi, quand je ne suis pas content et je me retrouve dans ce jeu, j'ai ouvert tous mes soucis. Et cela me permet même de retrouver ma jovialité. Au jeu de cartes, sur les 4 équipes de 2 joueurs qui se sont affrontés à la belote, Sylvain Tapsoba sort vainqueur. Le Scrabble, lui, a connu 20 participants pour une finale de taille entre Yves Roland Sommet et Michael Dakisaga. Michael Sommet sort finalement victorieux de la partie. Effectivement, cette compétition était vraiment de taille parce que nous avions l'appel même du Scrabble burkinabé ici. Et vraiment, je me réjouis que ce soit moi au final qui arrive à remporter ce titre. Le jeu de Scrabble a regroupé la crème des Scrabbleurs, tout comme le jeu d'échecs où 6 joueurs se sont rongés les méninges. Et à ce sport cérébral, Clément Guissou, le champion national, confirme. La pétanque a été la compétition la plus disputée à ce festival des jeux de société. 74 équipes, dont 148 joueurs, pour une affiche Sonapos composée de Bourema Ouedraogo et de Kassoum Sawadogo, opposée à l'équipe de KPC composée des vétérans Hussein Rabo et Abdoulaye Ouedraogo. La finale a été une affaire de génération. Les jeunes de la Sonapos ont pris la mesure des plus âgés de KPC. À ce jeu, la fatigue a eu raison des papis de KPC. Après le premier point inscrit à la première manche, plus rien pour l'équipe surprise de la compétition. 13-1, c'est le score final pour l'équipe de la Sonapost. J'ai trouvé le niveau de la compétition très haut, parce que c'est des vieux. Si vous avez regardé, ils ont bien joué. Ce n'est pas dire qu'ils n'ont pas mérité, c'est la chance qui nous a souri. Et si vous voyez ici les vieux de cet âge continuent de participer avec nous, ça nous donne le moral aussi de continuer, parce qu'à un certain âge, tu peux continuer à jouer. Les loisirs ont pu rassembler pour cette première édition les amateurs, et pour la Direction générale des loisirs, c'est un objectif atteint. L'engouement, comme vous l'avez dit, en tout cas, était de taille ce matin, jusqu'à ce soir. Et en tout cas, nous sortons en tout cas très satisfaits de la mobilisation, qui est un objectif en tout cas que nous avons recherché. Parce que, comme vous le savez, la chose loisir n'est pas très connue dans notre pays ici. Les loisirs occupent une place importante dans la vie sociale. Autour des jeux germent parfois les graines de la cohésion sociale, socle de convivialité et de paix dans toute société.
C'est une école âgée de 64 ans. Le collège Jean-Baptiste de la Salle a connu des élèves prestigieux comme le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, ou encore le chef des files de l'opposition, Zéphirin Diabré. C'est donc avec reconnaissance que le comité des anciens du collège a offert de nouvelles salles de classe à cet établissement. Elles ont été réceptionnées pendant la messe de la rentrée scolaire. Luc Pabelghem. C'est un vaste projet de rénovation et d'amélioration d'offres entrepris en 2009 qui se matérialise ce 20 octobre 2018 au sein du collège Jean-Baptiste de la Salle. Depuis le lancement du projet et à la faveur du jubilé des 60 ans du collège Jean-Baptiste de la Salle en 2014, le comité de pilotage des anciens a fait la promesse de construire gratuitement des salles de classe en R+2. 4 ans après, le comité inaugure 4 salles de classe d'une valeur de 113 millions de francs CFA, matérialisant la première phase du projet. C'est un projet qui est né de l'idée du frère Zabramba il y a 10 ans et qui nous est soumis en tant qu'ancien lassalien. Et nous avons pris ce projet à bras le corps et nous avons tout fait pour réaliser ce projet 10 ans après sa promesse. Nous sommes à la première phase de la mise en œuvre du projet qui est la construction du rez-de-chaussée et des fondations. Il reste maintenant le premier niveau et le deuxième niveau. L'ensemble du projet est d'un coût global de 321 millions de francs CFA et le comité des anciens promet livrer le bâtiment scolaire R+2 en septembre 2020 et pour cela, la campagne de mobilisation des ressources pour la réalisation de la seconde phase qui coûte 120 millions est lancée. Je pense que c'est des sentiments de reconnaissance et de gratitude pour ce que les frères ont fait pour nous. On se rappelle quelle était la scolarité au niveau donc, du collège de la Salle, c'était pratiquement insignifiant. Nous avons bénéficié d'une éducation de qualité, on avait des laboratoires, des bibliothèques et tout ça vraiment à moindre coût. C'est des gens qui se sont sacrifiés pour notre éducation, pour notre avenir et je pense que c'était normal que nous aussi, anciens Lassaliens, nous puissions penser à ce qu'on peut faire pour contribuer à ce que nos petits frères aussi puissent bénéficier de la même qualité d'enseignement dont nous avons bénéficié et que demain, le pays puisse bénéficier de commis de qualité. Aujourd'hui, vous avez le président du FASO qui est un ancien lassalien, le chef de file de l'opposition qui est un ancien lassalien, beaucoup de ministres qui sont des anciens lassaliens. L'inauguration des nouvelles salles de classe offertes par le comité des anciens élèves du collège Jean-Baptiste de la Salle a eu lieu au cours d'une messe qui marquait en même temps la rentrée scolaire 2018-2019 du collège. Le collège a formé des personnalités comme le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, le chef de file de l'opposition politique burkinabé Zéphirin Diabré, plusieurs ministres de l'actuel gouvernement et continue de former. La famille lassalienne souhaite une année scolaire 2018-2019 aussi réussie que celle écoulée puisque l'école a fait 100% dès le premier tour au BPC à la session 2018. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais restez sur BF1 tout à l'heure à 21h. Vous aurez le Sport Time, votre émission de sport préférée avec John William Somda. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain pour une autre session d'information.